Ma femme voulait vendre la maison de campagne de mon père pour acheter un appartement à sa sœur. Ma femme m'a dit, elle est enceinte et elle a besoin d'un chez-soi. Et mon père, ai-je demandé. Et lui, a-t-elle répondu. Je l'ai vendu en cachette. 2 semaines plus tard, la sœur de ma femme est entrée par effraction. Sans savoir qui était l'acheteur. Laissez-moi vous raconter une histoire sur le deuil. Ça vous frappe aux endroits les plus étranges. Comme quand vous êtes au rayon céréales chez Target, les yeux rivés sur des Lucky Charms, et que soudain, vous vous souvenez que votre père mangeait en douce des bols de cette saleté sucrée à minuit, quand maman ne regardait pas. Ouais, c'est là que j'étais il y a 2 ans quand la réalité m'a finalement rattrapé. Randall Marx était parti et j'étais coincé ici, à gérer son désordre. Je m'appelle Julian Marx et à 34 ans, je suis censé être un adulte qui devrait avoir une vie bien remplie. Attention, spoiler, je n'en ai pas. Mais bon, au moins, je suis honnête, ce qui est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens dans ce cauchemar suburbain maudit que j'appelle chez moi. Quand papa a rendu l'âme, et oui, je sais que ça a l'air dur, mais édulcorer la mort ne lui donne pas meilleur goût. Il ne m'a pas laissé grand-chose. Pas de fortune secrète cachée dans des boîtes de café. Pas de collection de voitures anciennes. Pas de mystérieux coffre-fort rempli de pièces d'or et de secrets de famille. Non. Ce que j'ai eu, c'était quelque chose de bien plus compliqué. Sa vieille maison de campagne nichée à Pinoloo, à environ 1 heure de route de la civilisation. Maintenant, avant que vous ne commenciez à imaginer une grande propriété avec des colonnes blanches et des jardins tentaculaires, laissez-moi mettre les choses au clair. Cet endroit n'allait pas être présenté dans Southern Living de sitôt. C'était une modeste petite cabane que papa avait construite de ses propres mains dans les années 80, quand il croyait encore au rêve américain et pensait que le travail manuel était quelque peu noble. Pendant 3 ans, ce type a passé tous ses week-ends à marteler, scier et jurer sur ce qui aurait dû être un simple chantier. Je me souviens, à l'âge de 10 ans, debout, avec mes gants de travail trop grands, une lampe torche à la main, tandis que papa se débattait avec un morceau de plomberie qui, visiblement, nourrissait une vengeance personnelle contre lui. Jules, disait-il en essuyant son front en sueur. Un jour, cet endroit aura une signification particulière pour toi. Crois-moi. Et vous savez quoi? Ce têtu avait raison. La maison en elle-même n'avait rien d'extraordinaire. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui avait connu des décennies meilleures, et un salon avec une cheminée en pierre dont papa était particulièrement fier. Il avait construit cette cheminée brique par brique. Et à chaque fois que nous lui rendions visite, il la pointait du doigt comme s'il venait de découvrir le feu. Regardez ce savoir-faire, Jewel. On ne le fait plus comme ça. Il n'avait pas tort non plus. Mais voilà ce qui caractérise Pinoloo, c'était un lieu paisible qui vous exhalait l'âme. Entouré de pins centenaires qui murmuraient des secrets quand le vent se levait, un petit ruisseau coulait à l'arrière de la propriété, tel un bruit blanc naturel. Pas de circulation, pas de voisins qui mettaient leur musique à fond à 2 heures du matin. Pas de Karen du coin qui se plaignait que votre pelouse était trop haute d'1 centimètre. Juste le calme. Véritable, sincère, calme. Papa m'emmenait là-bas un week-end sur 2 quand j'étais enfant, surtout après le divorce. Maman avait la maison, la voiture et une grande partie de sa dignité. Mais elle ne pouvait pas toucher à Pinoloo. C'était son sanctuaire, son doigt d'honneur à un monde qu'il avait mâché et recraché. On pêchait dans ce ruisseau, même s'il n'attrapait jamais rien de plus gros que mon pouce. On s'asseyait sur le porche et on parlait de tout et de rien. Il buvait sa Budweiser. Je prenais mon Mountain Dew, et on réglait tous les problèmes du monde avant d'aller se coucher. Après mon mariage, les visites sont devenues moins fréquentes. Bianca, c'est ma femme. Ou plutôt, ma femme, selon le moment où vous lisez cette histoire, n'était pas vraiment ce qu'on appelle une personne du grand air. Elle était plutôt du genre à passer un week-end spa en ville, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais l'amour rend stupide d'une manière qui devrait probablement être illégale. Ce n'est qu'un tas de bois inutile dans les bois, disait-elle chaque fois que je mentionnais cet endroit. À quoi bon avoir une maison qu'on n'utilise jamais? Et peut-être avait-elle raison, en pratique, mais certaines choses ne sont pas une question de praticité. Certaines choses consistent à s'accrocher au dernier morceau de quelqu'un qu'on aime, même si ce morceau se trouve être une cabane légèrement tordue avec un câblage électrique douteux. Je n'avais jamais prévu d'y vivre à plein temps. Bon sang, je n'étais même pas sûr de vouloir la garder au début. Les impôts fonciers n'étaient pas donnés, et entretenir un endroit qu'on visite peut-être 6 fois par an, c'est comme gaspiller de l'argent dans un tuyau rouillé.
Mais chaque fois que je pensais à la vendre, je me souvenais de la voix de papa. Un jour, cet endroit aura une signification particulière pour toi. Alors, je l'ai gardé secret, en sécurité, comme un secret que je protégeais du monde. J'y vais peut-être une fois par mois, parfois juste pour m'asseoir sur la véranda et me souvenir du silence. Je vérifie les canalisations, je m'assure que personne n'est entré par effraction, je fais peut-être un peu d'entretien. Rien de spécial. Je ne suis pas vraiment monsieur réparateur, mais suffisamment pour empêcher l'endroit de tomber en ruine. Bianca supportait à peine ses déplacements. Elle levait les yeux au ciel quand j'annonçais que je partais à Pinolow pour le week-end. Dis bonjour aux écureuils de ma part, disait-elle avec ce sarcasme si particulier que les épouses parfaites après des années de mariage. Mais elle n'a jamais essayé de m'en empêcher, et je n'ai jamais essayé de lui faire comprendre. Avec le recul, peut-être que cela aurait dû être un autre signal d'alarme. Quand quelqu'un ne comprend pas pourquoi on veut préserver la mémoire de son père alors qu'il ne voit pas la valeur de quelque chose qui n'a pas de prix, eh bien, ça en dit long sur sa personnalité, non? Mais je m'avance un peu. À l'époque, je pensais que nous étions juste des personnes différentes avec des priorités différentes. Je pensais que le mariage était une question de compromis, de trouver un juste milieu entre ses serviettes et celles d'elle, et de savoir à qui revenait de sortir les poubelles. Je n'avais aucune idée que ma paisible petite cabane de Pinolow allait devenir le point de départ. J'ai acheté des meubles confortables au lieu de l'élégant et créé un bureau à domicile où je pouvais travailler en paix. Chaque pièce reflète mes choix, mes préférences, ma vision de ce que devrait être une maison. Cela semble simple, mais lorsque vous avez passé des années à vivre dans l'idée de la perfection domestique de quelqu'un d'autre, avoir le contrôle de votre propre espace se sent révolutionnaire. Pendant ce temps, les mises à jour de tante Cheryl ont peint une image du chaos en cours dans la maison Rodriguez. Le bébé de Maya était né en bonne santé, ce qui était une véritable bonne nouvelle. Mais Logan avait apparemment décidé que la paternité n'était pas pour lui et avait disparu dans la nuit comme un vampire mort. Un jour, il était là, le lendemain, il était parti, ne laissant que derrière lui une note pour avoir besoin de se retrouver et une carte de crédit au maximum. Maya était maintenant une mère célibataire vivant avec ses parents qui avaient du mal à joindre les deux bouts tout en soutenant leur fille et leur petit enfant. Bianca était remontée en deux, incapable de se permettre sa propre place après le divorce. Ainsi, 3 générations de femmes Rodriguez ont été entassées dans une maison qui était déjà hypothéquée à la poignée. Ils se blâment tous, m'a dit Cheryl lors de l'un de nos chèques. Maya blâme Bianca de l'avoir convaincue qu'elle obtiendrait une maison libre. Bianca vous blâme d'être égoïste. Leurs parents blâment tout le monde pour le gâchis financier dans lequel ils ont été. Je me sentais mal pour eux. La façon dont vous vous sentez mal lorsque vous voyez des gens prendre des décisions spectaculaires et aggravées et ensuite vous être surpris lorsque ces décisions ont des conséquences. Mais je ne me sentais plus responsable de leurs problèmes. Et c'était la plus grande victoire de tous. J'ai commencé à regarder de petits chalets à l'extérieur de la ville, des endroits avec des jardins et suffisamment d'espace pour respirer. Rien d'extraordinaire, juste quelque part silencieux où je peux planter des légumes et peut-être avoir un chien. Quelque part, mon père aurait souri. Quelque part qui honore sa mémoire sans en être hanté. L'argent de sa maison a rendu tout cela possible. Ma liberté, ma paix, mon avenir. Papa a toujours dit qu'un jour, l'endroit signifierait quelque chose pour moi. Et il avait raison. Cela signifiait tout, mais pas de la manière dont nous nous attendions l'un ou l'autre. Ils ont essayé de tout prendre de moi. Mon héritage, ma tranquillité d'esprit, mon sens de l'autonorte. Mais j'ai tout repris tranquillement, complètement. Et maintenant, je construis quelque chose de nouveau sur la base de ce que j'ai protégé. C'est à quoi ressemble la vraie victoire. Du plus gros de ma vie d'adulte. Tout ça à cause d'une conversation un dimanche matin qui allait tout changer. Le dimanche matin chez les Marques était censé être sacré. Vous connaissez cette ambiance de week-end tranquille où l'on entraîne les pieds en pyjama, on boit un café vraiment bon au lieu de la racaille du boulot, on fait semblant d'être productif tout en prévoyant secrètement de mater Netflix jusqu'à ce que le cerveau se mette à bouillir. C'était le seul moment de la semaine où Bianca et moi pouvions presque faire semblant de nous apprécier encore. Mais ce dimanche matin-là, j'ai senti quelque chose de différent dès que je suis entré dans la cuisine. Il y avait quelque chose dans l'air. Appelez ça de la tension. Appelez ça un désastre imminent. Appelez ça comme vous voulez, mais je le sentais comme l'humidité avant l'orage. Bianca était assise à notre petite table de petit déjeuner, celle que nous avions achetée chez Ikea pendant notre période de jeunes mariés,
quand nous pensions que les meubles suédois étaient le summum de la sophistication. Elle avait cette expression, celle qui signifiait qu'elle complotait quelque chose pendant que je bavais encore sur mon oreiller. Elle remuait son café comme si cela avait personnellement offensé toute sa famille. Cette petite cuillère en argent tournait en rond, créant un minuscule tourbillon qui semblait refléter le sentiment de malaise qui me serrait les entrailles. Je suis marié depuis assez longtemps pour le savoir. Quand ta femme remue son café avec acharnement à 8 heures du matin, tu vas entendre quelque chose que tu ne veux pas entendre. Bonjour, ma belle, ai-je dit pour rester léger. J'ai attrapé ma tasse préférée, celle avec le logo délavé d'une brasserie artisanale que nous avions visitée pendant notre lune de miel, et je me suis servi ce que j'espérais être un bol de courage liquide. Le café était bon, ce qui, d'une certaine manière, aggravait encore plus la situation. Julian, a-t-elle commencé. Et là, j'ai su que j'étais foutu. Quand ta femme utilise ton nom complet au lieu d'un surnom mièvre ou se lance directement dans la conversation, tu vas recevoir un coup dur. C'est comme quand ta mère utilisait ton prénom et ton deuxième prénom quand tu étais enfant. Rien de bon ne suivait jamais ce ton. Elle a pris une gorgée de son café, a fait la grimace comme si c'était de l'acide de batterie et a continué à remuer. Mia est enceinte. Maintenant, Maya est la petite sœur de Bianca, elle a 27 ans et est aussi responsable qu'un Golden Retriever atteint de TDAH. Ma douce, ne me comprends pas. C'était faux, mais elle avait ce talent pour prendre des décisions de vie terriblement mauvaises et avoir l'air choquée quand elles lui explosaient au visage. Comme la fois où elle a décidé de devenir chef végétalienne malgré son allergie à la plupart des légumes, ou quand elle est sortie avec ce type qui collectionnait les mannequins et prétendait qu'il lui parlait. Félicitations à Maya. J'ai dit prudemment, car la grossesse de Maya n'était pas encore mon problème. Mais je sentais l'autre chaussure planer au-dessus de ma tête, prête à tomber comme un piano dans un dessin animé. Elle a besoin d'un endroit où vivre, a poursuivi Bianca, tout en remuant ce foutu café. À ce stade, elle avait créé assez de force centrifuge pour alimenter un petit générateur. Tu sais, la maison de campagne de ton père? Elle serait parfaite pour elle et Logan. Logan. Bon sang. Logan. Le nouveau mari de Maya était le stéréotype ambulant de tout musicien en herbe qui a un jour pris une guitare et décidé que cela faisait de lui un artiste. Maigre comme un piquet de clôture, avec ses stupides jauges dans les oreilles et une collection de t-shirts de groupe vintage qui coûtait probablement plus cher que le loyer de ma voiture. Il jouait dans un groupe appelé Existential Crisis ou Philosophical Breakdown ou un autre prétentieux qui donnait l'impression qu'ils avaient découvert un dictionnaire des synonymes et décidé de l'utiliser comme arme. Le type avait l'éthique de travail d'un paresseux sous sédatif et le sens financier d'un enfant dans une confiserie. Mais bon, donnons-lui accès à la maison de mon père. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Parfaitement comment? Ai-je demandé, même si j'étais presque sûr de ne pas vouloir connaître la réponse. Bianca a finalement levé les yeux de son café et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait un nœud. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui faisait une suggestion. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà pris une décision et qui attendait juste que je me mette au courant. On pourrait vendre l'appartement, a-t-elle dit comme si elle suggérait qu'on change de chaîne. Utiliser l'argent comme acompte pour un appartement pour elle et le bébé. Maya n'a rien. Julian, elle a peur. Elle est fauchée. Et Logan ne roule pas vraiment sur l'or grâce à sa carrière musicale. Ses citations sur sa carrière musicale étaient si sarcastiques qu'on aurait pu les voir depuis l'espace. J'avais l'impression qu'on venait de me frapper à la poitrine. La maison de Sad. L'endroit qu'il avait construit de ses propres mains. L'endroit où nous avions passé d'innombrables week-ends à pêcher, à discuter et à être simplement père et fils. Le dernier morceau tangible de lui qui me restait. Et le souvenir de mon père? Demandai-je en essayant de garder une voix calme. Et ce qu'il voulait? L'expression de Bianca resta inchangée. Elle continuait à me regarder avec ses yeux froids et calculateurs, comme si j'étais un problème de maths qu'elle essayait de résoudre. Et lui, demanda-t-elle. Et la désinvolture avec laquelle elle rejetait l'héritage de mon père fit naître en moi une tension sombre et furieuse. Et lui, répétai-je, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Bianca, cette maison est tout ce qu'il me reste de mon père. Ce n'est pas juste un actif qu'on peut liquider quand ta famille a besoin d'aide. Elle soupira comme si j'étais déraisonnable, comme si j'étais une sorte de monstre égoïste de vouloir préserver la mémoire de mon père. Julian, sois pragmatique. C'était quand la dernière fois que tu es allé là-haut? Maya a vraiment besoin de quelque chose.
Tu accumules juste un bien pour des raisons sentimentales. Les raisons sentimentales comme l'amour, la mémoire et le respect des morts n'étaient que des émotions absurdes qui ont entravé le bon sens des affaires. Comme les années que papa a passées à construire cette maison, les week-ends qu'on y avait partagés. La promesse que je m'étais faite de protéger ce qu'il m'avait laissé. Comme si tout ça n'était que sentimental, qui n'avait aucune importance dans le monde réel. Ça n'arrivera pas, dis-je en me levant de table. Trouve une autre solution au problème de Mia. Le sourire de Bianca était froid comme l'hiver. On verra bien. À l'époque, je pensais que c'était juste une menace en l'air. Le genre de choses que les gens font. Ils disent ça quand ils sont énervés et qu'ils essaient d'avoir le dernier mot. Je me suis dit qu'elle se calmerait. On en reparlerait peut-être plus tard. On trouverait peut-être un autre moyen d'aider Maya, sans détruire le dernier morceau de mon père qui me restait. J'ignorais que ma femme avait déjà dépassé la phase de suggestion et était déjà bien avancée dans la mise en œuvre de son plan. Vous savez, ce sentiment quand on regarde un film d'horreur et que le personnage principal s'apprête à ouvrir la porte que tout le monde dans la salle leur hurle de ne pas ouvrir? Ouais. Enfin, je vivais ce film d'horreur, sauf que j'étais trop bête pour réaliser que j'étais le personnage principal avant qu'il ne soit presque trop tard. Après notre petite discussion du dimanche matin sur la situation de Maya, je me suis dit que Bianca se calmerait et qu'on finirait par trouver une solution raisonnable, sans vendre la maison de mon père. On pourrait peut-être aider Maya et Logan à trouver un appartement pas cher. Ou mieux encore, Logan pourrait se bouger et trouver un vrai boulot, plus rémunéré, plutôt que de se faire connaître et de se faire remarquer. Un pourboire de 20 $ de la part d'étudiants ivres. J'ai passé ma semaine comme un être humain normal, complètement inconscient que ma femme était déjà passée en mode complot. J'aurais dû me douter qu'il se tramait quelque chose quand elle a complètement arrêté d'aborder le sujet. Quand Bianca voulait quelque chose et qu'on refusait, elle se transformait généralement en bulldozer humain, vous épuisant de ses remarques incessantes jusqu'à ce que vous cédiez juste pour que le bruit cesse. Son silence radio sur l'affaire Maya aurait dû être un signal d'alarme grand comme le Texas. Mais non, je vivais dans ma petite bulle de déni, pensant avoir gagné une dispute pour une fois dans ma vie de couple. J'étais même un peu fier de lui avoir tenu tête. Regardez-moi, Julian Marx. Enfin en train de développer une certaine force de caractère à l'âge vénérable de 34 ans. Mieux vaut tard que jamais, non? Faux. Tellement faux. Mercredi après-midi, mon monde s'est effondré comme un château de cartes dans un ouragan. J'étais assis dans mon bureau, faisant semblant de me soucier d'eux. Je regardais les rapports trimestriels tout en naviguant sur Reddit quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom d'oncle Greg, ce qui était étrange, car Greg n'appelait généralement que les jours fériés ou en cas de décès dans la famille. Et, Jules, a dit Greg, et j'ai entendu quelque chose d'étrange dans sa voix, comme s'il essayait de trouver un moyen de me dire que j'avais du papier toilette collé à ma chaussure sans me mettre dans l'embarras. Je venais de voir la maison de ton père annoncée en ligne. Je me suis dit que tu devrais le savoir. Pendant une seconde, mon cerveau a arrêté de traiter l'information. C'était comme si quelqu'un avait débranché mon ordinateur mental et que je restais bloqué devant un écran bleu de mort. Que veux-tu dire par « annonce en ligne » ai-je demandé, même si au fond de moi, je savais déjà exactement ce qu'il voulait dire. Mon estomac faisait des mouvements de gymnastique qui auraient impressionné les juges olympiques. Site web immobilier. Greg a dit, de belles photos aussi. On dirait que le vendeur sait vraiment comment vendre une propriété. La description est sympa, il parle du cadre paisible et du savoir-faire. Il mentionne même que Randall l'a construite lui-même. J'ai eu l'impression qu'on m'avait serré le cœur avec une pince. Greg, je n'ai pas mis cette maison en vente. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Jules, tu devrais peut-être vérifier par toi-même. Je la regarde en ce moment même, et c'est clairement indiqué qu'elle est à vendre. J'ai raccroché au nez du pauvre Greg sans même lui dire au revoir et j'ai immédiatement ouvert le site immobilier sur mon ordinateur, et la voilà dans toute sa splendeur numérique. La maison de mon père, avec des photos professionnelles qui la faisaient paraître sortie d'un magazine de campagne. Quelqu'un avait clairement engagé un vrai photographe qui savait ce qu'il faisait. Les photos montraient la maison sous tous les angles, capturant la façon dont la lumière matinale filtrait à travers les pins et donnait à la propriété des allures de paradis rustique. Voilà. Il y avait même une photo de la cheminée en pierre dont papa était si fier, avec la description soulignant le travail artisanal de la pierre par le propriétaire d'origine. Mes mains tremblaient en parcourant l'annonce. La description était parfaite,
parfaite pour parler de la vie paisible à la campagne et de l'évasion du stress urbain. Son auteur savait exactement comment séduire les citadins en quête de leur petit coin de paradis. C'était le genre de texte marketing qui aurait rendu papa fier s'il n'avait pas été utilisé pour vendre l'œuvre de sa vie sans l'autorisation de son fils. Et puis je l'ai vu, les coordonnées, un numéro de téléphone que j'ai immédiatement reconnu car je payais la facture depuis 6 ans. Le portable de Bianca. J'ai fixé ce numéro pendant 1 minute entière, essayant de comprendre ce que je voyais. Ma femme, ma propre femme, avait pris des photos professionnelles de la maison de mon père, rédigé une magnifique annonce et l'avait mise en vente sans m'en dire un mot. Après que je lui ai explicitement dit non, après qu'elle m'ait regardé droit dans les yeux et entendu. Quand j'ai dû lui expliquer pourquoi cette maison était si importante pour moi, la trahison m'a frappé comme un train de marchandises chargé de rêves brisés et d'une confiance brisée. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était une invasion totale de tout ce que je considérais comme sacré. Ma femme décidait que mes sentiments, le souvenir de mon père et mon refus explicite n'avaient aucune importance face aux besoins de sa famille. Je l'ai appelée immédiatement, mes doigts tâtonnant avec le téléphone tant mes mains tremblaient. Elle a répondu à la 2e sonnerie, joyeuse et enjouée, comme si elle n'avait aucun souci. « Dis-moi, chérie, quoi de neuf, Bianca ?» ai-je demandé, et ma voix était étrange et creuse, comme si elle venait de loin. « Il faut qu'on parle maintenant. Je déjeune avec Maya. »« Ça peut attendre ? » ?»« Non, ça ne peut pas attendre. »« Je rentre ? » ?»« Sois là. » J'ai quitté le travail plus tôt, prévenant mon patron que j'avais une urgence familiale, ce qui était techniquement vrai si l'on considérait que découvrir que sa femme était une menteuse et machiavélique. Un serpent, une urgence familiale. Le trajet du retour m'a semblé interminable, en un rien de temps. Mon esprit oscillait entre incrédulité et rage. Quand je suis entré chez nous, Bianca était assise sur le canapé comme si de rien n'était, parcourant les pages de son téléphone avec la même désinvolture qu'en se remuant le café dimanche matin. « Tu as listé la maison de mon père ?» ai-je dit. Pas une question, une affirmation. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Tu ne l'utilises jamais. Maya a besoin d'un avenir. Tu es égoïste. » Sa façon désinvolte de dire cela, comme si elle parlait de la météo, a fait craquer quelque chose en moi. Égoïste. Je suis égoïste de vouloir garder la dernière chose que mon père m'a léguée. Finalement, elle a levé les yeux et c'est là que j'ai vu son sourire narquois. Ce petit sourire satisfait qui m'a tout dit sur qui j'avais épousé et à quel point elle me méprisait. De plus, a-t-elle dit, j'ai déjà tous les papiers. Je peux signer pour toi. Imposer ma signature. Elle prévoyait d'imiter ma signature pour voler la maison de mon père et la vendre à mon insu. Ma propre femme prévoyait de commettre une fraude pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est là que j'ai compris que je n'étais plus marié. J'étais en zone de guerre et je me battais les mains liées dans le dos pendant que mon adversaire faisait le plein d'armes et de munitions. Les gants allaient être retirés. Il y a ce moment dans la vie de chaque homme où il réalise qu'il a joué aux dames pendant que tous les autres jouaient aux échecs. Car moi, ce moment-là, j'étais assis dans mon salon, à fixer le visage suffisant de ma femme qui mentionnait nonchalamment l'imitation de ma signature, comme si elle parlait d'aller faire les courses. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Vous connaissez cette sensation quand on est sous l'eau et qu'on réalise soudain qu'on est plus profond qu'on ne le pensait et que la surface est bien plus loin qu'elle ne devrait l'être. C'est ça, la trahison. Comme se noyer dans sa propre vie alors que la personne censée nous aimer nous tient la tête sous l'eau. Mais voilà le truc avec le fond du gouffre, ça donne un point d'appui solide. Je me tenais là, dans mon salon, à regarder cette femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 6 ans. Cette femme qui savait combien mon père comptait pour moi, qui m'avait vu pleurer à ses funérailles, qui m'avait tenu la main pendant que je luttais contre le chagrin d'avoir perdu le seul parent qui s'était jamais soucié de moi. Et elle avait l'intention de me voler le dernier morceau de lui qui me restait. La rage était là, brûlante et vive en moi. Elle me suppliait de hurler, de l'insulter, de balancer quelque chose contre le mur juste pour l'entendre se briser. Mais sous cette rage se cachait quelque chose de plus froid, de plus intelligent, quelque chose qui murmurait, ne la laisse pas te voir venir. Voyez-vous, Bianca avait commis une erreur cruciale. Elle m'avait dévoilé ses cartes trop tôt. Elle était si sûre de son petit stratagème, si sûre que j'allais me laisser faire et encaisser tout ce qu'elle me proposait, qu'elle avait été négligente. Elle avait dévoilé tout son plan en pensant avoir déjà gagné. Mais la partie n'était pas terminée. Bon sang, elle ne faisait que commencer. Tu sais quoi, Bianca ?
dis-je d'une voix aussi calme qu'un moine en méditation. Tu as tout à fait raison, cligna-t-elle des yeux, ne s'attendant visiblement pas à cette réponse. Son sourire narquois s'estompa légèrement. Si. Ouais, je n'ai jamais utilisé la maison. Maya a besoin d'aide et je suis égoïste. J'ai haussé les épaules comme si j'avouais avoir oublié de sortir les poubelles. Tu m'as convaincu, maintenant. Elle avait l'air perplexe, comme si je venais de commencer à parler mandarin. Vraiment? Vraiment? En fait, tu m'as donné envie d'agir. J'ai sorti mon téléphone et commencé à parcourir mes contacts. Je vais appeler Paula tout de suite pour régler tout ça. Paula Martinez était l'agent immobilier de mon père quand il a acheté le terrain pour la maison, et elle était restée en contact au fil des ans. Plus encore, c'était l'une des amies les plus proches de mon père, le genre de personne qui m'envoyait encore des cartes de Noël avec des mots manuscrits pour me demander comment j'allais. Si quelqu'un comprenait l'importance de gérer cette situation correctement, c'était bien Paula. Bianca me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Tu vas vraiment la vendre? Absolument, ai-je dit en appelant le numéro de Paula. Je veux m'assurer que tout se passe légalement et en toute légalité. Pas de raccourcis, pas de fausses signatures, pas d'affaires douteuses, juste une vente honnête et légitime. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix familière de Paula ne se fasse entendre. Julien, comment vas-tu, mon chéri? Salut Paula, ça va, merci. Écoute, j'ai une faveur à te demander. Une grande. Bien sûr, ma chérie, que puis-je faire pour toi? J'ai regardé Bianca droit dans les yeux tout en parlant, d'une voix parfaitement posée et raisonnable. Je veux vendre la maison de mon père. Vite, doucement. Peux-tu m'aider? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. The Pinolo Place, Julien, tu es sûr de ça? Je sais combien cette propriété comptait pour ton père. J'en suis sûr, dis-je, sans quitter des yeux ma femme, qui commençait à avoir l'air d'avoir croqué dans un citron. Avant que quelqu'un d'autre essaie de me la prendre. Eh bien, si tu en es certain, j'ai peut-être un acheteur en tête. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Ce serait parfait. Et Paula, je suis prêt à réduire de 15 000 $ la valeur que tu estimes si ça permet de conclure rapidement. 15 000 $. Julien, c'est beaucoup d'argent à laisser sur la table. Considère ça comme des frais de service. J'ai besoin que ce soit fait vite et bien. Ok, ma puce. Voyons voir ce que je peux faire. Je te rappelle dans l'heure. J'ai raccroché et regardé Bianca, qui me fixait comme si je venais de faire des tours de magie avec du feu. Voilà, problème réglé. Maya aura son argent. Tu auras ce que tu veux, et je pourrai m'assurer que la maison de mon père aille à quelqu'un qui l'appréciera vraiment, plutôt qu'à un acheteur quelconque qui veut juste une maison de vacances. Mais je l'avais déjà mise en vente, a-t-elle balbutié. Ouais, illégalement. Sans ma permission, avec de faux documents. Je lui ai souri. Le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un quand on explique quelque chose de très simple à quelqu'un de très stupide. Comme ça, tout est légitime. Pas d'accusation de fraude, pas de complications juridiques, pas de bataille judiciaire houleuse, juste une navigation sans encombre entre adultes consentants. Bianca ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Elle était tellement concentrée sur son petit plan sournois qu'elle n'avait pas envisagé la possibilité que je vende la maison moi-même, légalement et à mes conditions. Bien sûr, ai-je continué, vous devrez retirer cette annonce illégale immédiatement. On ne peut pas avoir 2 agents différents essayant de vendre la même propriété. Ce serait de la fraude, et nous ne le voudrions pas. 20 minutes plus tard, Paula a rappelé. Sa voix était excitée, presque essoufflée. Julien, tu ne vas pas me croire. J'ai appelé Harvey Stone. Tu te souviens de l'agent Stone du bureau du shérif? Je me souvenais bien d'Harvey. Il avait été l'un des policiers qui était intervenu lors de la tentative d'effraction de papa quelques années auparavant. Un homme honnête, proche de la retraite. Le genre de policier à l'ancienne qui croyait encore en la protection et le service au lieu de simplement dresser des contraventions. Harvey cherchait un endroit comme la maison de ton père, continua Paula. Un endroit tranquille où se retirer, loin de toute cette agitation. Il a de l'argent liquide et il peut conclure la vente d'ici la fin de la semaine si tu es sérieux. Combien? Demandai-je. Paula donna un chiffre plus élevé que celui que Bianca avait mis en vente, même après ma remise de 15 000 $. Apparemment,
ma femme n'était pas aussi douée en immobilier qu'elle le pensait. Dis à Harvey qu'on a un marché, dis-je. Je passerai à ton bureau demain signer les papiers. Quand je raccrochais, Bianca me fixait comme si je venais de me faire pousser des cornes. Tu l'as vraiment vendu à un flic? Ouais. À un homme bien qui prendra soin de la maison et respectera ce qu'elle représente. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller retirer ton annonce illégale avant qu'Harvey ne découvre que quelqu'un d'autre essayait de vendre sa nouvelle maison. J'étais presque à la porte quand Bianca a retrouvé la voie. Julian, attends. Et Maya? Et l'argent? Je me suis retourné pour la regarder et, pour la première fois de notre mariage, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la peur dans ses yeux. Et eux? L'argent de la vente. Maya a besoin de cet argent. J'ai souri à nouveau. Ce même sourire patient que j'avais pratiqué tout l'après-midi. Oh, l'argent va être déposé en toute sécurité sur mon compte personnel. Vous savez, le compte qui n'est qu'à mon nom. Le compte auquel on ne peut pas toucher. Mais Maya aurait dû y penser avant d'épouser un musicien raté. Et tu aurais dû y penser avant de décider de commettre une fraude. Je suis sorti de la maison sans me retourner. J'avais un coup de fil à passer au site immobilier. Et après ça, j'avais une sérieuse planification à faire, car si Bianca pensait que c'était fini, elle allait bientôt découvrir à quel point elle pouvait se tromper. La guerre avait officiellement commencé, et j'ai tiré le premier coup de feu. Vous savez ce qu'on dit sur les plans les mieux conçus des souris et des hommes? Eh bien, parfois, les souris ont de la chance et les hommes sont trop occupés à comploter leur propre destruction pour remarquer ce qui se passe sous leur nez. C'est exactement ce qui s'est passé les 3 jours suivants. Pendant que Bianca était probablement assise à la maison à essayer de comprendre comment son plan infaillible s'était soudainement transformé en avantage stratégique pour moi, je ne lui ai absolument rien dit sur le processus de vente. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle m'avait déjà montré combien ma confiance lui importait. Environ Jacques alors, au lieu de la tenir au courant comme le ferait un mari aimant, je l'ai traitée comme si elle s'était révélée être l'ennemi. Mercredi matin, j'ai retrouvé Paula à son bureau en centre-ville. L'endroit n'avait pas beaucoup changé depuis que papa m'y traînait enfant. La même moquette beige qui avait connu des décennies meilleures. Les mêmes posters motivants sur le fait que la maison est là où se trouve le cœur. La même odeur de café et ce désodorisant industriel qu'on utilise dans les endroits où l'on signe des documents importants. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'étais pas un fils en deuil cherchant à savoir quoi faire de son héritage. Cette fois, j'étais un homme investi d'une mission. Julian, mon chéri, es-tu vraiment sûr de ce que tu fais? Demanda Paula pour ce qui devait être la 10e fois depuis que je l'appelais. Elle était assise en face de moi à son bureau. Une pile de papiers nous séparait, tel un traité de paix attendant d'être signé. Je sais que ton père voudrait que tu sois heureux, mais cette maison était sa fierté. Paula, laisse-moi te demander quelque chose, dis-je en m'adossant à mon inconfortable fauteuil de bureau. Si papa savait que quelqu'un essayait de voler sa maison par fraude et falsification, que penses-tu qu'il voudrait que je fasse? Laisser faire ou m'assurer qu'elle revienne à quelqu'un qui respecterait vraiment ce qu'il a construit. Le visage de Paula s'adoucit. Elle connaissait mon père depuis plus de 20 ans, avait été là quand il avait commencé à parler de la maison de ses rêves, avait même assisté à ses funérailles et avait pleuré comme si elle avait perdu un frère. Elle comprenait mieux que quiconque ce que cet endroit représentait. Dit comme ça, dit-elle, je pense que Randall serait fier de toi pour avoir protégé son héritage. Harvey Stone est quelqu'un de bien, Julian. Ton père l'aurait apprécié. Et c'est là que Paula m'a raconté quelque chose qui a fait de cette situation un véritable coup du destin plutôt qu'une simple vengeance. Apparemment, Harvey passait devant la propriété en voiture depuis des mois lors de ses patrouilles, admirant le savoir-faire et le cadre paisible. Il avait même mentionné à Paula un jour que si la propriété était un jour mise en vente, il serait intéressé à faire une offre. Il économise depuis des années, m'a expliqué Paula, vivant dans ce minuscule appartement au-dessus de la quincaillerie, mettant chaque centime de côté pour son rêve de retraite. Quand je l'ai appelé hier, il m'a dit que c'était comme un matin de Noël. Donc, non seulement j'étais plus malin que ma femme intrigante, mais je réalisais aussi le rêve de retraite d'un ancien policier. Si ce n'est pas ce qu'on appelle une situation gagnant-gagnant, je ne sais pas ce que c'est. Les formalités administratives étaient étonnamment simples. Les ventes au comptant le sont généralement, surtout lorsque les deux parties souhaitent conclure rapidement. Harvey avait déjà obtenu une préapprobation de financement,
mais il a décidé de payer comptant pour rendre l'affaire plus attractive. Une décision judicieuse de sa part, car j'aurais probablement accepté son offre même si elle avait été inférieure à celle que le mystérieux acheteur de Bianca aurait pu payer. Jeudi après-midi, j'ai retrouvé Harvey à la propriété pour une dernière visite. J'étais un peu nerveux à ce sujet, me demandant s'il verrait la propriété de la même manière que papa et moi, ou s'il la considérerait simplement comme un bon investissement dans un bel emplacement. Harvey Stone s'est avéré être exactement le genre d'homme qu'on voudrait voir hériter de l'héritage de son père. La cinquantaine, bâti comme quelqu'un qui a passé sa carrière à traquer les méchants et à soulever des poids pour évacuer le stress. Il avait ce regard bleu vif qui ne manquait de rien et ses mains calleuses trahissaient quelqu'un qui s'y connaissait en travaux manuels. Mais plus que ça, il avait un respect discret pour cet endroit qui me rappelait papa. « Ton père a construit ça lui-même » demanda-t-il en passant la main sur la cheminée en pierre dont papa était si fier. « Chaque brique, dis-je. Il lui a fallu 3 ans de travail, week-end et vacances. » Harvey hocha la tête avec appréciation. « Ça se voit. Ce n'est pas un entrepreneur qui a tout donné pour faire du profit. C'est l'œuvre d'une vie. » Nous avons fait le tour de la propriété pendant environ 1 heure. Harvey posait des questions sur le puits, la fosse septique, l'électricité, des détails pratiques qui montraient qu'il comptait bien vivre ici, et pas seulement s'en servir comme d'une escapade pour le week-end. Il s'est même renseigné sur les meilleurs coins de pêche dans le ruisseau, ce qui aurait fait sourire papa jusqu'aux oreilles. « Je veux que tu saches, » dit Harvey alors que nous terminions la visite. « Je ne compte pas changer grand-chose. Peut-être rénover un peu la plomberie, réparer quelques planches branlantes sur la terrasse, mais le caractère de l'endroit reste inchangé. À cet instant précis, j'ai su que je prenais la bonne décision. Il ne s'agissait plus seulement de faire chier Bianca. Il s'agissait de s'assurer que la maison de papa revienne à quelqu'un qui comprenne ce qu'elle représentait. Vendredi matin, nous nous sommes retrouvés au bureau de Paula pour signer les derniers papiers. Harvey est arrivé avec un chèque de banque qui m'a fait pleurer. Non pas à cause de la somme astronomique, mais parce que c'était de l'argent réel, légitime, qui allait résoudre beaucoup de mes problèmes tout en protégeant quelque chose que j'aimais. La signature a pris une 20aine de minutes. Harvey était de ces vieux routiers qui lisaient chaque page avant d'y apposer leur signature, ce que je respectais énormément. Trop de gens signent là où on leur dit de signer et s'étonnent ensuite de se faire avoir. « Félicitations, monsieur Pierre », a dit Paula en me remettant les clés. « Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire de l'une des plus belles maisons construites artisanalement à Pinolao. » Harvey m'a serré la main avec une poigne à fendre les noix. « Merci, Julien. Je te le promets, cet endroit sera aimé et respecté. » Et comme ça, c'était fait. La maison que papa avait construite de ses propres mains. La maison où nous avions passé d'innombrables week-ends à créer des souvenirs. La maison que Bianca avait tenté de me voler. Elle appartenait désormais à Harvey Stone, un homme qui honorerait son histoire tout en créant de nouveaux souvenirs. Je suis sorti du bureau de Paula avec un chèque de banque en poche et un sentiment de satisfaction que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'argent est allé directement sur mon compte personnel. Celui qui ne portait que mon nom, celui auquel Bianca ne pouvait pas toucher, même en engageant le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État. J'ai protégé l'héritage de papa, réalisé les rêves de retraite d'un homme bien et déjoué les escroqueries de ma femme. Pas mal pour une semaine de travail. Mais le meilleur, c'est que Bianca ignorait encore ce qui venait de se passer. Il y a quelque chose de beau à voir un château de cartes s'effondrer, surtout quand on est celui qui a été soigneusement préparé. Enlever les cartes du bas pendant que tout le monde pense que la structure est encore solide. Pendant 2 semaines entières après la vente, j'ai pu observer Bianca vaquer à ses occupations quotidiennes, complètement inconsciente que son plan avait été détruit depuis l'orbite. Ce furent probablement les 2 semaines les plus paisibles de mon mariage. Bianca était exceptionnellement gentille avec moi, pensant sans doute avoir remporté une victoire en mettant la maison en vente à mon insu. Elle avait même commencé à cuisiner plus souvent, ce qui aurait dû être un signal d'alarme aussi grand qu'un stade de football. Mais j'appréciais trop le calme avant la tempête pour le remettre en question. Elle fredonnait des petites chansons en faisant la vaisselle, me lançait des sourires satisfaits quand elle pensait que je ne regardais pas, et a même initié 2 rapports sexuels, soit environ 2 fois plus que ces 6 derniers mois. Elle rayonnait d'autosatisfaction, comme un chat qui vient de découvrir comment ouvrir une boîte de thon tout seul. Pendant ce temps, je détenais une information qui allait bouleverser son monde. Et je serais damné si je ne l'avais pas fait. Savourant chaque seconde d'impatience. Vous connaissez ce sentiment d'avoir 4 as au poker et de voir tout le monde miser toutes ses économies?
Oui, c'était ma vie pendant 2 semaines glorieuses. J'avais déjà remboursé ma dette de carte de crédit, mis une belle somme d'argent de côté et même m'était offert un nouvel ordinateur portable. Rien de fou, mais suffisamment pour me rappeler que c'était moi qui avais toutes les cartes en main. Maintenant, le reste de l'argent dormait sur mon compte comme un doudou, générant des intérêts en attendant le moment idéal pour dévoiler mon jeu. Ce moment est arrivé un mardi soir de début mars. J'étais assis sur le canapé, à regarder à moitié une émission de télé idiote sur des gens qui achètent des maisons hors de prix, quand j'ai entendu la voiture de Bianca s'engager dans l'allée. Mais au lieu de son entrée rapide et efficace habituelle, j'ai entendu la portière claquer avec une force qui fait trembler les vitres et suggère que quelqu'un passe une très mauvaise journée. La porte d'entrée s'est ouverte comme si elle était poursuivie par des loups, et Bianca a fait irruption dans le salon, le visage couleur de feu. Le moteur et ses yeux flamboyaient de cette fureur qui fait fuir les hommes intelligents. « Julan !» hurla-t-elle, et je pouvais presque voir la vapeur sortir de ses oreilles. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai levé les yeux de la télé avec l'air le plus innocent possible. Comme un enfant qui n'a certainement pas mangé son dernier biscuit, mais qui a pourtant du chocolat sur le visage. « Bonsoir à toi aussi, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ? Ne fais surtout pas l'idiot avec moi. » Elle se tenait au milieu de notre salon, tremblant comme un chihuahua sous l'orage. Maya et moi sommes allés à Pinolo aujourd'hui pour commencer à nettoyer la maison pour les nouveaux acheteurs, et il y a de nouvelles serrures sur les portes. Et voilà. Le moment que j'attendais. Le moment glorieux et magnifique où Bianca a enfin compris que son plan élaboré lui avait explosé au visage comme un cigare de dessin animé. J'ai coupé le son de la télé et je lui ai accordé toute mon attention, comme on regarde un drame particulièrement divertissant. Nouveau des serrures ? C'est bizarre. Pourquoi y aurait-il de nouvelles serrures ? Sa voix. C'est brisé comme celle d'une adolescente en pleine puberté. Parce qu'elle n'est plus à nous, n'est-ce pas Julien ? Parce que, d'une manière ou d'une autre, cette maison a été vendue à mon insu. J'ai hoché la tête pensivement, comme si c'était la première fois que j'entendais parler de ça. C'est étrange. Quand est-ce arrivé ? Dis-moi, hurla-t-elle. Quand as-tu vendu la maison de ton père dans mon dos ? Oh, dis-je en claquant des doigts comme si je venais de me souvenir d'un détail. Il y a 2 semaines, peut-être 3. Le temps passe vite quand on ne commet pas de fraude. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre un paix de souris dans le comté voisin. Bianca est restée là, bouche bée comme si elle essayait d'attraper des mouches, tandis que son cerveau tentait de comprendre l'ampleur de ce que je venais de lui dire. « Tu as vendu la maison de ton père » a-t-elle finalement murmuré, comme si le dire doucement rendrait la chose moins vraie. Ouais, légalement, je précise. Avec les papiers en règle, les signatures légitimes, et tout. Je lui ai souri avec cette chaleur qu'on réserve habituellement aux explications simples aux jeunes enfants. Incroyable ce qu'on peut accomplir sans avoir à imiter le nom de quelqu'un. Son visage a pris environ 17 expressions différentes en l'espace de 5 secondes. Choc, incrédulité, rage, confusion, et ce qui semblait être la prise de conscience naissante qu'elle avait été dominée par quelqu'un qu'elle considérait comme une proie facile. « Tu n'avais aucun droit », a-t-elle finalement explosé, retrouvant sa voix. Cette maison était censée aider Maya. Elle n'a rien, Julien. Rien. Et toi, tu l'as fait ? Tu avais le droit de mettre ma propriété en vente sans ma permission. Tu avais le droit de projeter d'imiter ma signature pour voler quelque chose qui m'appartenait. Je me suis levé du canapé et, pour la première fois de notre relation, j'ai eu l'impression de la regarder de haut, et non l'inverse. Cette maison n'était pas à vendre tant que tu ne l'aurais pas mise en vente, Bianca. Mais Maya a besoin d'apprendre que les problèmes des autres sont ceux des autres. Ne sont pas automatiquement de ma responsabilité. Je l'ai interrompu. Maya doit apprendre qu'épouser un musicien indigne a des conséquences. Et tu dois apprendre que trahir la confiance de ton mari a un prix. Les yeux de Bianca se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage pure et simple. À qui l'as-tu vendu ? Qui a la maison de ma sœur ? La maison de ta sœur ? J'ai ri et ça m'a fait du bien de rire d'elle pour une fois plutôt qu'avec elle. Ma chérie, ça n'a jamais été la maison de ta sœur. C'était la maison de mon père, qui est devenue la mienne à sa mort. Maya n'y a jamais eu droit, et toi non plus. Tu vois ce que je voulais dire ? Non, je sais exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que tu avais déjà décidé que cette maison appartenait à Maya,
indépendamment de ce que je voulais, de ce qui était légal ou juste. Tu avais déjà donné quelque chose qui ne t'appartenait pas. Je me suis approché d'elle et je l'ai regardée droit dans les yeux. La maison a disparu. À l'agent Harvestone, un homme bien qui va prendre sa retraite là-bas et s'occuper de la maison comme papa l'aurait souhaité. Il a payé comptant, a conclu rapidement et n'a exigé de personne qu'il commette un crime pour que la vente soit conclue. Un flic. La voix de Bianca était à peine un murmure. Maintenant, vous l'avez vendu à un flic. Un flic qui apprécie l'artisanat et respecte ce que cette maison représente. Un flic qui ne va pas la transformer en un lieu de fête pour musiciens au chômage et leurs femmes enceintes. C'est là que Bianca a perdu ce qui lui restait de sang-froid et s'est mise à pleurer pour de bon. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait versées sur moi d'innombrables fois auparavant, mais le genre de pleurs laids et morveux qui surviennent quand on se rend compte qu'on est irréparable. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit à travers ses larmes. Maya a encore besoin d'aide. On trouvera une autre solution. Je suis retourné sur le canapé et j'ai rallumé la télévision. Bonne chance. Et Bianca, la prochaine fois que tu veux vendre quelque chose qui m'appartient, tu devrais peut-être demander d'abord. Tu sais, comme les gens mariés sont censés le faire. Son regard aurait pu faire fondre l'acier, mais j'en avais assez de me soucier des sentiments de Bianca. Elle avait fait son choix en me trahissant, et maintenant elle allait en subir les conséquences. La guerre était loin d'être terminée, mais je venais de gagner la plus grande bataille. Si j'ai appris quelque chose de mon mariage avec Bianca, c'est que certaines personnes ont cette capacité incroyable à prendre une mauvaise situation et à l'aggraver infiniment par la seule force de la stupidité et du sentiment de droit. Je pensais que notre petite dispute à propos de la vente de la maison serait la fin de tout, que même elle ne serait pas assez stupide pour envenimer les choses. Mais j'avais oublié que j'avais affaire à quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'elle était prête à commettre une fraude pour obtenir ce qu'elle voulait. J'aurais dû me douter qu'elle n'accepterait pas vaincre et passer à autre chose comme un être humain raisonnable. Ce n'est pas la façon de faire de Bianca. Elle s'obstine à prendre des décisions stupides jusqu'à ce qu'elle devienne criminelle, puis à faire semblant d'être choquée quand tout part en vrille. Pendant environ une semaine après notre confrontation explosive, le calme est resté relativement calme à la maison. Bianca me réservait le silence, ce qui était honnêtement le meilleur de notre mariage depuis des mois. Elle trottinait dans la maison comme un ouragan passif-agressif, claquant les portes des placards et soupirant dramatiquement dès que j'étais dans la pièce. Mais au moins, elle ne complotait pas activement ma destruction. Du moins, c'est ce que je pensais. L'incident a duré exactement 7 jours. J'étais assis à mon bureau un lundi matin, faisant semblant de m'intéresser à un rapport budgétaire trimestriel aussi passionnant que de regarder la peinture sécher au ralenti, lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Paula est apparu sur l'afficheur, ce qui était étrange car nous avions bouclé tous les papiers pour la vente de la maison depuis des semaines. « Salut, Paula » ai-je répondu, pensant qu'elle appelait pour me parler d'un détail mineur. Un petit souci administratif ou peut-être juste pour prendre des nouvelles. « Quoi de neuf, Julien ?» Sa voix était étrange, comme si elle cherchait à comprendre comment m'annoncer la mort de mon chien. On a un problème. Ces 4 mots m'ont fait un nœud au cœur. D'après mon expérience, quand des agents immobiliers vous appellent des semaines après la signature pour vous dire « on a un problème », ce n'est jamais une simple question comme une signature manquante ou une erreur administrative. Quel genre de problème, ai-je demandé, mais j'avais le pressentiment que je connaissais déjà la réponse. Harvey m'a appelé ce matin. Quelqu'un a tenté de s'introduire chez moi la nuit dernière. L'alarme s'est déclenchée vers 2 heures du matin et l'entreprise de sécurité a appelé la police. Ils ont tout filmé grâce aux caméras de surveillance. Mon sang s'est glacé. Harvey avait mentionné lors de notre visite qu'il prévoyait d'installer un système de sécurité ultramoderne, avec détecteur de mouvement, alarme de porte, et tout le tralala. Vivant seul au milieu de nulle part, surtout en tant que policier à la retraite, il ne prenait aucun risque pour sa sécurité ni pour ses biens. Ont-ils réussi à le repérer? Qui a fait ça, demandai-je, même si une partie de moi craignait la réponse. Paula marqua un long silence. Julien, tu ne vas pas aimer ça. Les caméras ont filmé clairement la personne qui essayait de s'introduire. Et c'était ta belle-sœur, Maya. J'avais l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le plexus solaire. Maya, cette douce tête en l'air, Maya enceinte, avait tenté de s'introduire chez mon père. La même Maya qui prétendait être trop fragile pour exercer un métier normal, qui avait besoin d'aide et de soutien constant parce qu'elle était fragile et dépassée par la vie.
Tu es absolument sûr que c'était elle, demandai-je, espérant contre tout espoir que les caméras s'étaient trompées, que c'était juste une cambrioleuse qui ressemblait à ma belle-sœur. Harvey sait à quoi elle ressemble, Julian. Il l'a vue à la clôture quand elle et Bianca sont arrivés aussi. Eh bien, quand ils ont découvert que les serrures avaient été changées, il était certain que c'était elle. Bien sûr, Bianca avait amené Mia à la maison. Ce jour-là. Je pensais probablement qu'il pouvait simplement entrer comme il possédait l'endroit. Peut-être commencer à déplacer les trucs de Mia avant que quiconque ne le remarque. Les nouvelles serrures devaient être un véritable appel de réveil. Qu'a-t-elle fait exactement? J'ai demandé. Selon Harvey, elle a essayé plusieurs fenêtres au rez-de-chaussée, puis a tenté de choisir la serrure sur la porte arrière. Lorsque cela n'a pas fonctionné, elle a essayé de briser la fenêtre de la cuisine avec un rocher. C'est là que l'alarme s'est déclenchée et elle a couru. Maya, qui a affirmé qu'elle ne pouvait pas comprendre comment programmer une télécommande TV, avait essayé de choisir un verrou. Maya, qui s'est soi-disant évanouie à la vue du sang, avait été ravie des propriétés de quelqu'un d'autre au milieu de la nuit avec une intention criminelle. Apparemment, la grossesse lui avait donné des compétences que je ne savais pas qu'elle possédait. Harvey a-t-il tiré des frais? J'ai demandé, même si je soupçonnais que je connaissais aussi la réponse à cela. C'est la chose. Harvey est un bon gars. Il ne veut pas envoyer une femme enceinte en prison pour ce qu'il appelle un malentendu. Mais Julian, ce n'était pas un malentendu. Cela a été tenté d'introduire et de pénétrer. Harvey a tout en vidéo. Un malentendu, non? Comme Maya était juste dans le quartier à 14 heures du matin et a accidentellement tenté de pénétrer dans une maison qu'elle pensait toujours à moi. Comme si elle était devenue confuse et pensait qu'elle cueillait des fleurs sauvages au lieu d'essayer de commettre un crime. Qu'est-ce que Harvey veut faire à ce sujet? J'ai demandé. Il veut vous parler avant de décider d'impliquer officiellement la police. Il dit qu'il respecte ce que votre père a construit là-bas et qu'il ne veut pas vous provoquer un drame inutile si cela peut être évité. Mais Julian, il ne va pas non plus laisser les gens à penser qu'ils peuvent simplement pénétrer dans sa maison chaque fois qu'ils en ont envie. Je ne pouvais pas blâmer Harvey pour ça. Le gars venait d'acheter sa maison de retraite de rêve et maintenant il avait affaire à mes beaux-parents dysfonctionnels le traitant comme une propriété communautaire. Si j'étais à sa place, je serais probablement beaucoup moins compréhensif de toute la situation. Je vais l'appeler, dis-je. Quel est son numéro? Paula a donné moi les coordonnées de Harvey et m'a fait promettre de la garder dans la boucle sur tout ce que nous avons décidé de faire. Dès que j'ai raccroché avec elle, j'ai appelé dire directement Harvey. Officier Stone, c'est Julian Marks. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier soir et je veux m'excuser. Julian, vous n'avez pas besoin de vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait, a déclaré Harvey, et sa voix était calme mais ferme. Mais nous devons parler de cette situation. Cette jeune femme semble penser qu'elle a une sorte de revendication de cette propriété. Elle ne le fait pas. Elle ne l'a jamais fait. Mais ma femme l'a convaincue qu'elle allait hériter de la maison d'une manière ou d'une autre. Eh bien, elle devra être convaincue du contraire. J'ai des séquences vidéo claires de sa tentative de pénétration. Si cela se reproduit, je vais devoir porter des accusations, enceinte ou non. Je ne pouvais pas contester cette logique. Harvey était plus que raisonnable, et Maya avait poussé la situation dans un territoire criminel tout seul. Que puis-je faire pour aider à résoudre ce problème? J'ai demandé. Ayez une conversation avec votre famille. Indique clairement que cette propriété m'appartient maintenant et que toute autre tentative d'y accéder sans autorisation entraînera une arrestation et des poursuites. Je ne veux pas gâcher la vie d'une jeune femme à ce sujet. Mais je ne tolérerai pas non plus les gens qui traitent ma maison comme un parc public. Après avoir raccroché avec Harvey, je me suis assis sur ma chaise de bureau pendant longtemps en essayant de traiter ce qui venait de se passer. Maya avait en fait essayé de pénétrer dans la maison. Enceinte, désespérée, Mia s'était transformée en un criminel commun parce que Bianca avait rempli sa tête de mensonges sur les biens hérités qui n'étaient jamais le sien pour commencer. Mais voici ce qui m'est vraiment arrivé. Je savais que ce n'était pas l'idée de Mia. Mia n'a pas eu l'initiative ni les compétences de planification pour orchestrer une tentative de rodage de minuit. Cela avait des empreintes digitales de Bianca partout. Même si elle avait été assez intelligente pour envoyer sa sœur enceinte pour faire le sale boulot. J'ai dû rentrer chez moi et affronter ma femme du fait qu'elle avait maintenant intensifié notre petit différend dans l'activité criminelle réelle. Et d'une manière ou d'une autre, je ne pensais pas que cette conversation allait aller mieux que la dernière.
Le retour à la maison ressemblait à une marche de la mort. J'ai continué à répéter ce que j'allais dire à Bianca, comment j'allais expliquer que sa sœur enceinte venait de commander un crime à cause des mensonges. Qu'elle avait été nourrie. Mais rien de ce que j'ai inventé ne semblait bien. Comment dites-vous à votre femme qu'elle a transformé sa propre famille en criminelle? Bianca était dans la cuisine quand je suis entré, se faisant un sandwich comme si elle n'avait pas de soin dans le monde. La normale occasionnelle a fait bouillir mon sang. Nous devons parler, dis-je. Elle n'a même pas levé les yeux de sa dinde et de sa Suisse. À propos de quoi? À propos de votre sœur qui essaie de pénétrer dans la maison de Harvey hier soir. Le sandwich est tombé de ses mains comme si elle avait été électrocutée. De quoi parlez-vous, Maya? Caméra de sécurité. 2 heures sonnaient des cloches. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le texte que Harvey avait envoyé avec une capture d'écran à partir des images. Elle a essayé de choisir la serrure, Bianca. Lorsque cela n'a pas fonctionné, elle a essayé de casser une fenêtre. Bianca regarda l'image de sa sœur accroupie par la porte arrière, tentant clairement de gimmer la serrure. Elle pensait que c'était toujours le vôtre. Elle voulait juste regarder autour de lui. Elle voulait s'accroupir là-bas. Emménager et prétendre que c'était le sien. Admettez-le. Elle est enceinte et effrayée. C'est un criminel qui s'est engagé à entrer parce que vous avez rempli sa tête de mensonges sur l'héritage d'une maison qui n'était jamais la sienne. Le lendemain, Logan m'a appelé. Mec, pourquoi as-tu fait ça? Maya est enceinte, bro. J'ai raccroché sur la rockstar en herbe sans dire un mot. Puis vint le défilé des membres de la famille de Bianca, tous appelant pour me dire quel monstre j'étais. Ses parents ont crié au téléphone sur la façon dont je mettrais en danger le bébé en ne donnant pas à Maya une maison libre. Sa tante m'a donné des conférences sur les obligations familiales. Son cousin a menacé de gérer cela personnellement. Maya s'est retrouvée à l'hôpital ce soir-là, revendiquant le stress du harcèlement. Apparemment, découvrir que l'introduction par effraction est illégale était trop sa constitution délicate. C'est là que j'ai dit les mots que je retenais depuis des mois. Rien de tout cela n'est plus mon problème. Vous savez ce qui est drôle à déclarer que quelque chose n'est plus votre problème. L'univers a ce sens de l'humour tordu où il teste immédiatement si vous le pensez vraiment. Comme un jeu cosmique où le prix est votre santé mentale et la pénalité est ramenée dans la même que vous avez juste essayé de vous échapper. Après la fréquence du crime de minuit de Maya et les dramatiques hospitaliers subséquents, j'ai pensé que les choses ne pouvaient pas empirer. J'avais tort, bien sûr, parce que lorsque vous avez affaire à des gens qui pensent que l'entrée est une réponse raisonnable pour ne pas obtenir de biens immobiliers gratuits, il y a toujours de la place pour que la situation se détériore davantage. Maya et Logan ont fini par emménager avec les parents de Bianca, ce qui aurait dû être la fin de mon implication dans leur petit feuilleton tragique. M et Madame Rodriguez avaient une maison de taille décente dans la banlieue, beaucoup de place pour leur fille au chômage et son mari musicien, qui pensait que faire un plan de retraite viable. Ce n'était pas ma maison. Ce n'était pas mon problème, et ce n'était certainement pas ma responsabilité de réparer les catastrophes financières de leur famille. Mais apparemment, j'étais le seul à comprendre ce concept de base. Bianca l'avait complètement perdu sur toute la situation. Elle était passée d'un intérêt manipulateur à un terroriste émotionnel à part entière, utilisant chaque voyage de culpabilité et armes psychologiques dans son arsenal pour essayer de me sentir responsable des problèmes de sa sœur. Selon la logique tordue de Bianca, la tentative de cambriolage ratée de Maya était en quelque sorte de ma faute pour avoir vendu la maison en premier lieu. La visite de l'hôpital était ma faute pour avoir insisté sur une femme enceinte, et le chômage continu de Logan était ma faute de ne pas leur avoir fourni des logements gratuits. La gymnastique mentale requise pour parvenir à ces conclusions aurait impressionné les juges olympiques. Mais j'ai fini de prétendre que les délires de Bianca avaient un lien avec la réalité. Vous avez tout ruiné. Elle m'a dit un matin alors que j'essayais de prendre le petit déjeuner en paix. Maya avait un plan. Elle avait espoir. Et vous avez tout détruit parce que vous êtes égoïste. Le plan de Maya était de voler ma propriété par fraude. J'ai répondu, ne levant pas les yeux de mes céréales. Ce n'est pas de l'espoir. C'est un crime. Elle avait besoin de stabilité pour le bébé. Alors peut-être qu'elle aurait dû y penser avant d'épouser un gars dont l'idée d'un travail régulier est de jouer de la guitare lors des soirées ouvertes. Cette conversation, comme toutes nos conversations au cours de cette période, s'est terminée par Bianca qui sort de la pièce et claquant des portes comme un adolescent ayant une crise de colère. Mais cette fois, elle n'est pas revenue. 3 jours plus tard,
elle a complètement déménagé, prenant ses vêtements, son attitude et sa collection de livres d'auto-assistance sur les relations toxiques, qui était riche étant donné qu'elle écrivait le manuel sur la façon d'être toxique. Elle a laissé une note expliquant qu'elle avait honte de moi et ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui abandonnerait une femme enceinte en cas de besoin. La note était assise sur le comptoir de la cuisine lorsque je suis rentré du travail, juste à côté des papiers de divorce qui avaient apparemment été préparés des semaines à l'avance parce que rien ne dit je veux travailler sur notre mariage comme avoir des documents juridiques prêts à partir à tout moment. J'ai lu les journaux en mangeant des prises de vue chinois. Et je dois admettre que c'était des trucs assez standards. Bianca ne demandait pas la pension alimentaire, probablement parce qu'elle savait que je combattrais cette dent et celle-ci. Et elle n'essayait pas de revendiquer la propriété de la maison que nous avions achetée ensemble. Elle voulait juste sortir et honnêtement, c'était bien pour moi. J'ai signé ces papiers sans hésitation comme si je dédiquais un baseball pour un enfant. Pas de larmes, pas de seconde pensée, pas de discours dramatique sur la façon dont nous pourrions élaborer les choses. Juste ma signature sur la ligne pointillée. Finissant officiellement 6 ans de mariage avec une femme qui a tenté de voler mon héritage, puis m'a blâmé lorsque son programme criminel s'est retourné contre lui. Les prochaines semaines ont été étrangement paisibles. J'avais oublié ce que c'était que de rentrer à la maison dans une maison qui n'était pas remplie de tensions agressives passives et de menaces constantes de manipulation émotionnelle. Je pourrais regarder la télévision sans avoir à négocier quelle émission nous regarderions. Je pourrais dîner sans avoir à écouter des plaintes concernant ma cuisine, mes habitudes alimentaires ou mon existence générale. Je pourrais exister dans mon propre espace sans avoir l'impression d'être constamment jugé et trouvé manquant. Pendant ce temps, Harvey avait suivi mes conseils et installé des mesures de sécurité supplémentaires sur la propriété Pinoloo, des lampes d'inondation activées par le mouvement, des caméras améliorées et ce qu'il a décrit comme suffisamment de surveillance électronique pour rendre le Pentagone jaloux. Il avait également eu une conversation franche avec le département du shérif local sur les problèmes d'intrusion potentielle. Donc, si quelqu'un d'autre décidait de se promener à minuit autour de sa propriété, ils auraient affaire à plus qu'un simple flic à la retraite. Mais le vrai divertissement est venu par tante Cheryl, le seul membre de la famille de Bianca qui avait maintenu tout semblant de santé mentale tout au long de ce cluster. Cheryl était le genre de femme qui a appelé quand elle l'a vue. Quels que soient les sentiments qui se sont blessés, et elle regardait le comportement de sa nièce avec un dégoût croissant. Ils sont fauchés, m'a dit Cheryl lors de l'un de nos appels téléphoniques occasionnels. Nous étions restés en contact parce qu'elle c'était l'une des rares personnes de la famille de Bianca qui ont compris que je n'étais pas le méchant de cette histoire. Maya et Logan ont maximisé 3 cartes de crédit essayant de fournir cet appartement qu'ils pensaient obtenir. Lorsque cela est tombé, ils ne pouvaient pas se permettre de vivre seuls. Et la carrière musicale de Logan ? J'ai demandé, même si nous connaissions tous les deux la réponse à cette question. Cheryl renifla. La carrière musicale de Logan consiste à jouer des couvertures dans un bar sportif le jeudi soir pour des pourboires. La semaine dernière, il a gagné $37 et l'a dépensé sur des cordes de guitare. Le tableau financier qu'elle a peint était encore pire que je ne l'imaginais. La grossesse de Mia avait été compliquée, nécessitant plusieurs visites à l'hôpital coûteuses que leur assurance minimale ne couvrait pas. Logan avait été licencié de son emploi de jour dans un magasin de disques pour se présenter trop tard. Ils ont brûlé leurs économies, telles que cela, et maintenant ils vivaient dans la chambre d'enfance de Bianca pendant que ses parents avaient du mal à couvrir les dépenses supplémentaires. Vos ex-beaux même se noient, a poursuivi Cheryl. Ils ont contracté une deuxième hypothèque pour payer les factures médicales de Emma. Et maintenant, ils parlent de vendre leur maison et de déménager dans un endroit plus petit. Pendant un moment, j'ai ressenti un pincement de quelque chose qui aurait pu être culpabilité. C'étaient de vraies personnes ayant de vrais problèmes, et leur vie était vraiment difficile. Maya allait avoir un bébé. Logan essayait de soutenir sa famille et les parents de Bianca sacrifiaient leur sécurité de retraite pour aider leur fille. Mais ensuite, je me suis souvenu des documents forgés, de la tentative de fraude, de l'effraction, des mensonges et de la manipulation et du chantage émotionnel. Je me suis souvenu de la façon dont Bianca m'avait regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle pouvait signer pour moi, comment elle avait prévu de voler le dernier morceau de mon père que j'avais laissé. C'est malheureux, j'ai dit à Cheryl. Mais ce n'est pas mon problème. Et pour la première fois depuis des mois, je le pensais en fait. Cela fait 6 mois que j'ai signé ces papiers de divorce. Et pour la première fois depuis des années, je peux réellement respirer. Vous savez comment ils disent que vous ne réalisez pas à quel point quelque chose pèse avant vous le poser. C'est exactement ce que ressemblait à Bianca. Soudain,
je pouvais me lever droit sans ce poids constant appuyant sur mes épaules. Vivre seul s'est avéré être fantastique. J'avais oublié ce que c'était que de rentrer à la maison dans une maison qui est restée exactement la façon dont je l'ai laissée, où personne n'a déplacé mes affaires ou s'est plaint de mes habitudes ou a essayé de me culpabiliser pour prendre soin de problèmes qui n'étaient pas à moi. Je pourrais laisser des plats dans l'évier pendant la nuit sans obtenir de conférence sur la responsabilité. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision sans avoir à négocier à travers 17 services de streaming. Je pouvais manger des céréales pour le dîner si j'en avais envie, et personne n'était là pour juger mes choix de vie. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle liberté était de m'acheter un SUV Mazda d'occasion. Rien de fou de fantaisie, mais c'était le mien, payé avec de l'argent de la maison de papa, et ça s'est déroulé comme un rêve. Chaque fois que je prenais derrière le volant, j'avais l'impression de m'éloigner du passé et vers quelque chose de mieux. Pas de paiement de voiture, aucun argument pour savoir si nous pouvions nous permettre le transport de base, juste moi et l'open route et satisfaction de posséder quelque chose. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. J'ai commencé la thérapie. Le docteur Harold est venu recommandé par mon plan d'assurance et elle s'est avérée être exactement ce dont j'avais besoin. Une femme parlante directe dans la cinquantaine qui n'a rien de sucré n'a eu aucune patience pour les gens qui voulaient se vautrer dans leurs problèmes sans rien faire à leur sujet. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle m'a dit que pendant notre 3e session avait un nom. Cela s'appelle la violence émotionnelle et financière. Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais quand elle l'a dispensé comme ça, le motif est devenu limpide. La culpabilité constante se déplace, la manipulation, les tentatives de contrôler mes finances et mes propriétés, la façon dont Bianca m'avait fait sentir que j'étais égoïste de vouloir protéger la mémoire de mon père. C'était tout un comportement abusif d'Emmanuel. Votre ex-femme a systématiquement miné votre confiance et votre autonomie, a expliqué le docteur Harold. Elle vous a fait douter de votre propre jugement et se sentir coupable d'avoir des limites. Ce n'est pas le mariage, Julian. C'est la guerre psychologique. Avoir un professionnel me dit que je n'étais pas fou, que mes sentiments étaient valables, que j'avais eu raison de me protéger. C'était comme obtenir la permission d'arrêter de s'excuser pour ma propre existence. Depuis des années, je mettais en question chaque décision, me demandant si j'étais peut-être trop rigide ou trop égoïste ou trop peu disposé à faire des compromis. Il s'avère que le problème n'était pas que j'avais des limites. Le problème était que j'avais épousé quelqu'un qui considérait mes limites comme des obstacles à surmonter. Ma maison est devenue mon sanctuaire. J'ai peint dans la chambre une couleur que j'aimais vraiment.